Selena. Merci. Bien contente de te revoir en personne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Selena Lou, tu es associée chez Lavery. Oui. En droit... En droit commercial. commercial. Je suis spécialisée en fusion-acquisition. Oh, OK. Écoute, ma première question, c'est la question que je pense que je pose à tous les avocats que je rencontre. Pourquoi le droit? Pourquoi le droit? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est toi? En fait, c'est un peu de tout. Mes parents, oui, parce que j'ai appris très jeune que le savoir, c'est le pouvoir. Quand tu arrives à un nouvel endroit, puis que tu connais personne, puis que tu sais pas c'est quoi tes droits, mais ça peut être brimé. Alors, le fait de connaître tes droits, ça te donne déjà plus de pouvoir, puis de savoir où tu vas. Mais l'autre chose, pour moi, personnellement, c'est au niveau de ma curiosité. Je m'ennuie vraiment facilement. Puis, il n'y a rien de pire pour moi. La plus grande torture, c'est l'ennui. Puis, avec le droit, on s'ennuie jamais. Hein? Ça change tout le jour, puis ça te permet de toucher à tout. Alors, c'est très dynamique et ça te permet d'être à l'affût de absolument tout. Dis-moi, je me trompe, mais j'ai l'impression que quand un avocat rentre dans un cabinet, un jeune avocat, c'est comme si la ligne est déjà tracée sur toute sa carrière. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a de la flexibilité pour son avancement ou c'est comme tout est déjà tracé? En fait, le monde juridique, c'est pas un monde facile à rentrer. Là, on est en pleine période de course au sage. Il y aura beaucoup d'étudiants en droit qui vont pouvoir témoigner là-dessus. Je l'ai souvent dit, sur 1000 étudiants, il y a 50 étudiants qui rentrent dans les grands cabinets environ. Puis, par la suite, dépendant du contexte économique, puis dépendant à qui que tu as tes atomes crochus, tu vas tomber dans un secteur de droit que tu n'as peut-être pas nécessairement choisi. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en litige, en droit des assurances. J'ai beaucoup aimé parce que l'équipe qui était là était extraordinaire. J'ai eu des super de bons mentors. Mais sauf qu'une fois que j'ai commencé en assurance, on m'a mis l'étiquette. Ah ben, toi, t'es une fille de litige, assurance, tu peux pas vraiment faire d'autre chose. Alors, moi, avant d'étudier en droit, j'ai fait un bac en finance et j'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant 5 ans. Alors, le monde des affaires m'a toujours intriguée, puis j'ai toujours une fibre entrepreneuriale en moi. Alors, droit des affaires aurait été la voie naturelle, mais ça a pris beaucoup de travail pour pouvoir me diriger dans cette voie. Parce que dans le fond, après quelques années, on t'a déjà étiqueté, puis c'est comme pour le reste de ta carrière, tu devrais continuer là-dessus. C'est drôle, hein, parce que quand tu penses, premièrement, à l'école, on t'apprend le droit, mais on t'apprend surtout comment chercher l'information puis comment penser, bien structurer tes idées. Une fois que tu commences à pratiquer, c'est carrément une autre game, là. Ça n'a rien à voir nécessairement avec ce que tu as appris à l'école, puis le barreau. Puis le fait de mettre dans une case une jeune avocate de 2 ans pour dire, regarde, tu vas faire du litige le restant de ta vie, puis droit d'assurance, tu peux pas vraiment faire d'autres choses, ça se fait pas, sauter de secteur. Si tu veux sauter de secteur, peut-être qu'il faudrait que tu changes de cabinet ou tu recommences à zéro. Regarde, ça a été très long, la transition. Ça m'a pris pas loin de 4 ans, 5 ans. La transition pour changer d'aller en litige pour aller en commercial. Puis, ça a été tellement difficile. Il a fallu que je développe ma propre clientèle en commercial pour pouvoir faire cette direction. En fait, à un moment donné, j'ai tellement développé de clientèle en droit commercial que les clients voulaient que je travaille dans leur dossier, qui n'ont pas eu le choix, en quelque sorte, de me laisser aller dans la voie que je voulais. C'est un peu forcé, un peu le changement. Oui, écoute, c'est pas vrai que j'ai étudié toutes ces années pour faire ce que je veux faire, puis qu'on va dicter qu'est-ce que je veux faire. C'est intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit que dans leur parcours, ils ont dû un peu interférer parce que le chemin naturel, c'est pas nécessairement là où ils voulaient aller. Est-ce que toi, tu as l'impression que pour devenir associé, tu as dû... ça serait arrivé naturellement ou tu as dû un peu intervenir pour pousser un peu ta voix? En fait, de nos jours, c'est drôle, je reprends souvent l'expression « le droit mène à tout ». Hein. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en étant avocat, tu côtoies toutes sortes d'entrepreneurs, toutes les industries. C'est très intéressant. Puis moi, je travaille beaucoup avec la PME, alors je travaille avec les propriétaires exploitants. Alors, ça me permet de découvrir ce qu'ils font, puis dans l'industrie. Donc, moi, j'ai toujours cette curiosité. Et en plus, parallèlement à mon emploi, j'ai toujours été très impliquée dans la communauté des affaires, communauté artistique, avec la communauté asiatique. Alors, pour moi, devenir associé, c'est pas une fin en soi.
je pouvais être... C'est ça, j'avais cette conviction que j'avais la capacité d'être n'importe quoi je voulais. Il faut juste que je décide qu'est-ce que je veux. Alors, c'était pas facile pour moi de décider que, ah oui, qu'est-ce que je veux, c'est vraiment être associé dans un bureau d'avocat. En fait, après 10 ans de pratique, je me suis même dit, ben, c'est-tu vraiment ça que je veux? Est-ce que je vais partir mon entreprise? Ah ouais? Oui. Est-ce que je veux aller diriger une fondation? J'aimerais ça avoir un impact positif. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, il y a eu vraiment une grande période de réflexion. J'ai même pris un coach pour m'aider à réfléchir sur la question. J'ai rencontré beaucoup de présidents pour voir comment ils sont arrivés là. Alors, quand j'ai rencontré notre PDG chez Laverie, Annick Trudel, ça a vraiment été un coup de cœur. Puis, je crois qu'avec elle, il y a moyen de pratiquer le droit autrement d'une manière progressiste, puis de faire avancer les choses puis avoir un impact positif. Tu as parlé que dans ton cheminement, dans ta transition, désolée, ça n'a été pas facile. Est-ce qu'il y a un moment qui te marque de difficile, justement, ce que tu as peut-être remis en question, tu as dit, tu ne savais pas si tu voulais devenir associé, est-ce qu'il y a un moment particulier qui te vient en tête? En fait, je dirais que ça a été difficile, la transition de litige en droit commercial, parce qu'à un moment donné, je faisais des procès puis je faisais des clôtures de transactions. Alors, c'est une combinaison qui se fait très difficilement. Et ça a été très difficile à mon premier congé maternité. C'est que je travaillais très fort à bâtir cette clientèle. Puis, une fois que j'ai quitté en congé maternité, c'était dur de la préserver, puis s'assurer que les clients soient desservis, puis à la hauteur de leur attente et de mes attentes, puis de continuer à développer. Donc, c'est ça a été un coup dur. Le premier congé maternité, puis je peux dire que le deuxième congé maternité, ça n'a pas été facile, je dirais. Il y avait une transition de 2 cabinets. Il y avait la pandémie. C'est tout frais, là. Oui, tout frais, là. Donc, ça vient tout juste d'arriver. Ben oui, mon fils est né il y a 1 an. Alors, tout ça n'a pas été facile, mais je dirais la différence entre le premier puis le deuxième congé maternité, c'est l'appui que j'avais au niveau de l'équipe. Là, tu m'amènes sur mon autre sujet, la conciliation travail-famille. Tu parlais de ton congé de maternité. Ah, le fameux sujet de conciliation famille-travail. Mais déjà, quand je te dis ça, quel sentiment te vient en tête quand je te dis ça? Toujours un sentiment un peu déchirant. Je me dis encore, on me pose encore la question. On parlait de ma carrière comme avocate, comme associée. Pourquoi on m'a pas posé plus de questions sur mes transactions, sur qu'est-ce que j'ai réalisé? Mais en même temps, je sais comment c'est passer à travers toutes ces épreuves. Alors, j'aimerais ça pouvoir aider les femmes, les jeunes professionnels, les jeunes entrepreneurs, donc en donnant mes trucs. Mm-hmm. Parce que j'aimerais préciser que la première fois que je t'ai rencontrée, c'était dans un événement, puis je pense que tu venais juste d'accoucher. C'est la première fois, un peu comme maintenant, tu venais juste d'accoucher. Puis je me suis dit, oh my God, OK. Là. Puis je me suis dit, est-ce que pour de vrai, une associée dans un grand cabinet peut se permettre un congé de maternité? Honnêtement. Oui, en fait, il faut mettre l'équipe en place. Il faut mettre l'équipe en place. C'est ça, même avant de partir en congé maternité, il faut avoir bâti l'équipe et l'écosystème pour desservir ses clients. Puis la réalité, c'est que, disons, si tu as une relation proche avec tes clients, ils vont continuer à te texter, ils vont continuer à t'écrire, puis ils vont s'inviter chez toi pour voir les enfants. Alors, il y a jamais une pause, on peut jamais être totalement en retrait, mais en même temps, moi, ça fait partie de ma personnalité. J'aime ça être entourée de gens, puis j'aime ça voir mes clients, puis j'aime ça prendre de leurs nouvelles. Tu as parlé de... Tu sais, t'es quand même connue dans ton domaine. Je me rappelle, j'ai assisté à un événement, puis j'attendais 2 filles à côté de moi parler sur un événement de droit, puis elles parlaient de toi. Je ne savais pas que je te connaissais. Puis elles parlaient de, ouais, Selena, elle va avoir un 2e enfant. Puis ils étaient honnêtement là, impressionnés, puis elle est tellement inspirante. Puis, tu sais, je comprends que c'est frustrant toujours de faire poser la question, mais il y a vraiment un enjeu, je pense, puis, pour certaines femmes. Fait que je me dis, ben il faut la poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, et je pense à des jeunes avocates qui sont en cabinet, puis ils voient leur horaire puis leur agenda, puis ils voient même pas comment ce serait possible dans leur carrière d'avoir un enfant. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes-là qui voient juste pas comment ça pourrait être possible? Mais premièrement, je pense que c'est en train de changer, puis
c'est une des raisons pourquoi je vais être femme associée, parce que je veux changer de portrait juridique, là. C'est drôle, je dis, je vais être femme associée, ça va de soi, je suis une femme, là, j'en viens pas que j'ai dit ça. Je vais être associée dans un des plus grands cabinets au Québec, en fait, le plus grand au Québec, justement, pour changer le portrait. Et en fait, aussi, si j'ai parlé de mon arrivée chez Laverie, mais moi, quand je suis arrivée chez Laverie, nommée associée, moi, j'étais 8 mois enceinte, là. Tu sais, c'est quand même tout un changement. Je pense pas qu'il y avait plusieurs années, on aurait cru qu'une femme 8 mois enceinte... Mais pas plusieurs années. Je me demande même si Laverie, c'est pas le premier cabinet à avoir embauché une femme enceinte de 8 mois puis la nommer associée. Alors... Tu ne travaillais pas chez Laverie avant? T'es non, arrivée Laverie enceinte. Exactement. Je suis arrivée chez Laverie enceinte. Puis, c'est ça, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire avec Laverie, c'est qu'au lieu de voir, c'est pendant 1 an, tu pourras pas travailler, tu vas être en congé maternité, mais ils ont vu au-delà d'une femme enceinte. Ils étaient capables de voir Selena, puis ils étaient capables de voir les réalisations que j'ai accomplies à travers les années. Puis, on s'entend en congé maternité, 1 an sur une carrière de 30-40 ans, c'est quoi? C'est vrai. Mais j'aimerais quand même souligner que le chef de la direction chez Laverie est une femme. Puis moi, je pense sincèrement que plus il y aura des femmes qui vont occuper des postes de haute direction, plus, écoute, avec les directives qu'elles vont mettre en place, ça va juste aider des femmes. Fait que, je sais pas si c'est un lien, mais embaucher une femme enceinte et que ce soit une femme qui embauche, je pense que, je sais pas si c'est un hasard, là, mais... Puis, pour revenir à ta question, c'est quoi les trucs en place? Je pense que, premièrement, c'est très important d'investir en soi pour développer une certaine indépendance en cabinet. Investir en soi, ça peut être s'impliquer, bâtir son réseau, puis devenir indépendant avec sa clientèle, ou investir en soi, de devenir tellement le meilleur dans son domaine que du jour au lendemain, si tu veux plus, mais tu peux aller n'importe où que tu veux. Même chose avec ta clientèle. Même chose avec le réseau. Parce que je trouve que c'est clé, un réseau. Demain matin, si moi j'ai envie de, je sais pas, je veux devenir pâtissière, là. Je sais qui que je pourrais appeler pour devenir pâtissière. Je pense que c'est important de se donner le choix. Donc, c'est toujours prendre du temps pour s'investir en soi, puis pas dire, non, il faut que je fasse des heures facturables ce soir, je peux pas aller à tel événement. Regarde, moi, là, des événements, là, j'en ai fait, puis Dieu sait, là, que des fois, c'est en plein janvier, il fait froid, il est 7 heures le soir, épuisé, la journée dans le corps, mais regarde, j'ai quand même pris mes bas de mon flanc, puis je suis sortie à cet événement, je suis allée cogner des vaches, je suis allée chercher des cartes, puis j'ai fait le suivi par la suite. Ça a donné de quoi après 10 ans? Tu sais, tu as parlé de 1 an de congé. Moi, je viens de dire que toi, je t'ai vu après quelques semaines après avoir couché dans un événement. J'ai l'impression que quand on a un congé court, il y a un jugement. Quand on a un congé considéré long, il y a un jugement. Quand le mari prend une bonne portion du congé, il y a un jugement. Est-ce que, peu importe la décision, il y aura un jugement? Tout à fait, puis il faut le faire pour soi. Puis, je dirais, j'ai pas pris un congé court, puis j'ai pas pris un congé parce que je veux retourner dans ma carrière, puis je suis carriériste. En fait, je pense qu'une des parties de la recette, là, c'est le mari. Parce que, premièrement, il faut voir, il est pas là pour m'aider. Tu sais, je le reprends souvent. Hein. Tu m'aides pas. Tu fais ta part de responsabilité. Alors, le fait qu'il prenne une partie du congé parental, mais lui aussi est parent. Il prend sa responsabilité comme parent. Alors, il bâtit une relation plus forte et solide pour les enfants aussi. Alors, quand les enfants ils ont besoin de quelque chose, c'est pas toujours maman, maman, maman. C'est papa aussi. Alors, moi, en fait, pour mes 2 congés maternité de parental, ça, c'est le bon terme, j'ai toujours partagé avec mon mari. Premièrement, ça m'a permis une transition plus facile pour retourner travailler parce que j'avais pas à me préoccuper de la garderie, c'est lui qui s'en occupait. Et également, il comprend c'est quoi que je vis. Durant cette période. Alors, il prend sa part, puis il prend une partie de la charge. Puis je pense que c'est très important de déléguer, puis de le voir comme un partner là, dans cette aventure-là. Puis il faut qu'il fasse sa part de responsabilité, puis qu'il ne m'aide pas. c'est ça le mot. Tu as dit le mot carriériste. Moi, j'ai l'impression que c'est comme péjoratif comme mot. Est-ce que tu penses que les gens, quand quelqu'un prend un congé qui n'est pas considéré la norme, on pense que c'est carriériste, que c'est pour sa carrière, que c'est pour... Il y a toujours comme... Tu penses qu'il y a ce jugement-là de penser que c'est carriériste quand une femme prend cette décision-là? Parce que, regarde, moi je reconnais, là, j'ai pas de don pour
cuisiner ou j'ai pas de don pour... je peux imaginer, il y a certaines de mes amies, ils ont du fun, là. Tu sais, ils trippent sur leur congé maternité, ils font du cardio-poussette. Moi, il y a des limites. J'ai beaucoup de plaisir avec mes enfants, mais j'ai encore plus de plaisir à pouvoir participer à mes conseils d'administration, à participer dans la vie de mes clients. Puis, quand que je suis avec mes enfants, c'est vraiment du temps de qualité. Puis, parce que, écoute, moi, rester à la maison pendant qu'ils jouent, puis je regarde Netflix, là, ou que je trouve que c'est pas de la meilleure qualité de temps que... concentrer ce temps d'aller faire des activités, d'aller au musée, d'aller au zoo, d'aller faire des activités avec les enfants. Alors, moi, je pense que pour qu'eux ils soient heureux, il faut que maman soit heureuse puis que papa soit heureux. Alors, on est capable de trouver un meilleur des deux mondes. On n'a pas besoin de se sacrifier totalement puis mettre de côté ses intérêts pour le soi-disant bien-être des enfants. Puis, même ce matin... Je portais ma fille à la garderie. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Ah, je m'en vais enregistrer un podcast. Ah, c'est quoi un podcast? Alors, juste le fait de pouvoir dire ça à ma fille, puis lui piquer cette curiosité, puis lui montrer c'est quoi les possibilités, moi, je trouve que c'est une étape vers l'avant, puis ça crée des jeunes filles plus fortes. Mais oui, je suis d'accord. J'ai envie de parler d'étiquettes, des étiquettes. Au premier épisode avec Amina, ma mère, elle a parlé d'étiquettes. Elle disait comment, bon, elle est une femme noire, entrepreneur, maman, immigrante. Il y a des étiquettes qu'on crée, il y a des étiquettes qu'on nous colle. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta carrière, il y a des étiquettes qui t'agacent plus que d'autres? La question d'étiquette, encore là, c'est une question qui est controversée en moi. C'est toujours un débat. Parce qu'il y a certaines étiquettes, comme jeune, femme asiatique, ça m'a permis de m'élever, de gagner des prix et me distinguer grâce à ces étiquettes. Mais en même temps, c'est les mêmes étiquettes qui m'empêchent d'accéder à d'autres postes, à d'autres rangs. Et j'ai déjà essayé d'appliquer sur des postes de leadership, puis on m'a déjà dit, regarde, commence avec un comité de diversité, rajoute un peu plus de diversité chez nous avant d'appliquer pour un poste de leadership. Pourtant, quand on regarde mon parcours, j'en ai occupé des postes de leadership, puis il y avait de quoi de concret que je pouvais apporter à l'organisation. Fait qu'on disait que ton apport à l'organisation, c'était un apport de diversité. C'est pas mal limité à ça. Puis on dirait que je suis toujours le poster child de la diversité. À chaque fois qu'on parle de diversité et inclusion, on va mettre Selena. Mais en même temps, c'est important. Mais t'en ris, mais je sens que quand même que... mais ça devient frustrant à la longue parce que on me demande souvent d'être mentor pour des jeunes. Puis moi, je crois à la jeunesse. Regarde, ils sont inspirants, ils ont des idées, ils sont énergétiques, il n'y a pas de limite. Ça me fait plaisir. Mais pourquoi qu'ils veulent que je sois mentor? Pour quelle raison? Qu'est-ce que je peux apporter à ces jeunes? Souvent, c'est encore limité. Ah, ben parce que tu es une femme asiatique dans un grand cabinet, dans le milieu juridique, c'est rare. OK, mais ça... Puis qu'est-ce que tu en fais de toute mon expérience en gouvernance? Ça fait 10 conseils d'administration que je fais. Puis regarde tout mon parcours, puis toutes mes réalisations. J'ai occupé des postes de leadership quand même importants. J'ai présidé deux jeunes chambres de commerce. Puis côté juridique, je suis une experte en fusion-acquisition, en commercial. Puis maintenant, je suis même membre active du laboratoire d'intelligence artificielle de l'Avery. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je comprends. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'étiquette et quand on parle des questions de conciliation famille-travail, on dirait que ça revient toujours à ça. Mais parce que c'est comme une bataille, je me sens très touchée parce que c'est comme une bataille entre donner ta voix à une communauté, mais en même temps être Selena qui n'est pas juste une communauté. Donc, c'est comme... Oui. Oui, c'est que j'ai hâte de pouvoir juste être une leader, point. Pas juste être une leader femme, une leader asiatique. Non, je comprends. Je sais que tu as des enfants. T'es née ici. Ah oui. T'es née à... Je suis née à Edmonton, en Alberta. Puis je peux même pas imaginer à quel point ça doit être frustrant... de toujours être ramenée à l'immigration quand t'es née ici, t'es canadienne, t'es québécoise. Oui. Fait que toujours ramenée un peu à l'immigration à cause de tes traits, dans le fond. Parce que on s'entend que c'est juste ça qui reste, là, parce que... Regarde, oui, parce qu'on m'invite souvent à aller parler dans les
panel d'immigration. Puis quand que l'audience, ils me demandent des trucs, moi, comme jeune immigré, comment je fais pour accéder à la profession d'avocat? Mais tu sais pas. Regarde, je ne sais pas. J'étais à l'école ici, j'ai grandi à Laval, je parle français comme toi, puis c'est tellement drôle. Juste cette semaine, j'ai participé à une conférence avec quand même des hauts dirigeants, des présidents, des PDG, puis on a fait le commentaire sur « Ah, je suis surprise, Selena parle non bien français. » Alors, C'est toujours tout le temps le sentiment de l'étranger, en fait. oui, mais en fait, la difficulté, c'est que quand on grandit à l'extérieur de son pays, quand que je m'en vais à Hong Kong, dans ma famille, ça se dit, ah, ben oui, elle canadienne, c'est ça. Puis ici, ils vont toujours dire, ah, elle est chinoise. Donc, on n'arrive jamais dans les deux. Mais moi, je dirais que la beauté dans tout ça à Montréal, c'est que on est tous issus de différentes cultures, puis de nos jours, toutes les cultures se mélangent. Alors, la génération de mes enfants, tu vois, mon mari est moitié québécois, moitié français. Moi, je suis chinoise, donc mes enfants sont déjà mélangés. Je regarde les enfants de mes amis, moitié marocains, moitié haïtiens. Alors, c'est vraiment intéressant, le mélange des cultures. Mais ça me ramène sur ma question. Je sais que tu as tes enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, leur sentiment d'appartenance ici? Parce que là, tu me dis que c'est comme... Ils sont mixtes. Eux aussi, j'imagine qu'ils vont souvent être remettre leur trait en question. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe de savoir que peut-être ils se sentent pas tout à fait québécois parce qu'ils n'ont pas l'air tout à fait québécois? J'ai espoir quand même que ça va être un peu différent pour eux parce qu'ils vont bien parler la langue, bien comprendre, puis tous les enfants avec qui ils côtoient sont un peu dans le même contexte, puis ils sont tous mélangés. Toutefois, j'ai une bémol à mettre. Dans le temps des fêtes, tu sais, j'ai magasiné des jouets, puis ma fille est rendue à l'âge qu'elle veut des poupées. Je rentre au magasin de jouets, j'arrive à un mur de 60 poupées différentes avec tous les métiers possibles. À ma grande surprise, sur les 60 poupées, là, il y a 55 poupées, là, on va dire, qui sont blondes aux yeux bleus. Et il y avait peut-être une poupée asiatique avec des yeux avec un trait tiré, peut-être 2 poupées noires, puis une poupée brune. Alors, ça m'a fait de la peine parce que je voulais trouver une belle poupée, qui pourrait inspirer ma fille, avec qui elle pourrait s'amuser et s'identifier. Ma grande crainte, là, c'est que ma fille, elle pense que avec qu'est-ce qu'on leur montre, c'est « Ah, ben, je suis pas assez belle. Parce que je ressemble pas à ces poupées-là. » Puis même la poupée asiatique, est-ce qu'elle lui ressemblait? Mais pas du tout. Mais c'est quoi ça, une poupée avec des yeux... avec une... Il y avait les deux. Alors, je dirais, au niveau des jouets, c'est problématique. Puis j'espère qu'elle n'aura pas cette pression-là de sentir qu'elle est différente. Puis là, je parle, c'est purement physique, là. Ça semble très superficiel. Mais même au niveau de la différence, je dirais... au niveau des langues, elle parle très bien français, elle apprend l'anglais, mais c'est très, très difficile pour moi de lui apprendre le chinois parce que mon mari ne le parle pas. Maintenant, avec la pandémie, on ne voit plus les grands-parents. Alors, c'est sûr que c'est déchirant un peu pour moi parce que j'ai peur de perdre cette partie de moi. Je te sens très passionnée dans tous les sujets que tu parles. Tu sais, on a déjà parlé, tu parles d'intelligence artificielle, tu parles de gouvernance, tu es toujours aussi passionnée. C'est quoi aujourd'hui ton why? C'est quoi aujourd'hui qui passionne, qui fait que Selena se réveille le matin puis elle a cette énergie-là? Parce que j'imagine que ça dans ta carrière, dans ta vie personnelle, il y a des journées qui sont peut-être moins faciles ou des dossiers plus difficiles. C'est quoi qui te passionne encore aujourd'hui? En fait, pour moi, c'est important qu'à chaque jour, je me lève, je fasse un impact. Que je fasse une réalisation. Que ce soit au niveau de mes implications sur les conseils d'administration, quand que moi, je participe, j'ai donné un apport. Au niveau de mon travail, quand j'interviens puis je discute avec mes clients, je les ai amenés ailleurs, que ce soit au niveau croissance, au niveau la réflexion. Puis, à travers tout ça, j'essaie d'avoir un impact... j'essaie d'impliquer, on dirait, je me considère comme une entreprise, j'essaie
d'appliquer des valeurs de ESG dans mes actes de tous les jours. Alors, si je peux rajouter un peu d'inclusion, diversité, on va dire, sur mes CA, dans les entreprises de mes clients, si je peux les faire réfléchir sur le développement durable, aider un peu l'environnement, mais aider un peu partout, puis créer un impact positif en général, c'est ça qui me pousse à chaque jour à me réveiller, puis être motivée, puis être passionnée. Tu as parlé tantôt que les étiquettes qui t'irritent le plus sont souvent celles qui t'ont ouvert des portes. Ouais. C'est comme une bataille entre les deux. Ce serait quoi le truc? Pas le truc, mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes, pas nécessairement aux jeunes femmes, mais aux jeunes qui se font ouvrir une porte parce qu'ils ont de certaines origines, ils représentent quelque chose, que ce soit leur orientation, leur sexe, leur couleur, peu importe. Fait qu'on leur ouvre leur porte, fait qu'ils c'est un peu de la discrimination positive. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes-là qui sentent qu'on leur a ouvert la porte pour des raisons un peu douteuses, mais qu'ils ont envie d'apporter quelque chose, puis un peu se détacher, tout en acceptant aussi qu'ils peuvent jouer un jeu et ils peuvent avoir un impact puis, dans le jeu? Regarde, pour qu'on lui ouvre cette porte-là, c'est qu'ils ont déjà fait plus que la moyenne. Parce que la ligne de départ est vraiment différente pour eux versus les autres. C'est pas vrai que c'est juste parce que t'es une femme. Non, c'est pas vrai. Non. On t'a pas ouvert la porte parce que t'es une femme, parce que t'as déjà fait plus, là, premièrement. Puis, autre chose, moi, je pense que c'est important de garder cette porte ouverte puis de l'ouvrir pour d'autres. Donc, quand que moi, je peux tendre la main aux autres, je le fais. Puis, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit mes clients, que ce soit mes comptes d'affaires, je dis, qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi? Parce que moi, je pense que c'est important de redonner. Puis, plus tu en donnes, plus tu reçois. Merci. Ça me fait plaisir. T'es inspirante, pour vrai. C'est beau d'écouter. Ça me réveille. J'ai pas besoin d'une shot d'espresso quand je te vois. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Puis, ça me fait plaisir. Puis merci à toi avec ton podcast. On espère que tu vas porter ces voix et inspirer le changement dans notre société. C'est ça le but. Merci beaucoup. Merci, Abby. J'aimerais terminer en disant un gros merci à vous tous d'avoir écouté, mais surtout un gros merci à nos partenaires parce que le podcast n'aurait pas été possible sans eux. Donc, la Banque Royale RBC, Sun Life, EY et Gazelle. Un merci aussi aux productions Kiki vous aime et aux studios créateurs pour le studio. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite aussi de doser.